Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé d'importer un sujet qui est à mes yeux très important et qui nous concerne tous, le protectionnisme. Mais si vous n'avez pas de notion d'économie, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que le protectionnisme? Le protectionnisme est une politique commerciale qui s'oppose au libre-échange, qui est la politique la plus répandue et utilisée à travers le monde entier. Le protectionnisme comprend l'ensemble des mesures mises en place par un État pour protéger sa production nationale face à la production étrangère. Ça prend forme à travers des droits de douane sur les produits importés, des normes sanitaires, sociales ou environnementales plus strictes, ou encore des aides publiques aux entreprises nationales. Il est souvent très mal vu car il est associé à la fermeture des frontières, au repli sur soi ou à une économie qui refuse la mondialisation. Mais il faut être clair. Le protectionnisme ne signifie pas une fermeture totale des frontières ni refuser le commerce international, mais de le réguler. Si j'ai envie de défendre cette position, c'est parce qu'on vit depuis plusieurs années une succession de crises qui ont mis en évidence les failles du libre-échange. La crise du Covid, par exemple, a montré à quel point nos économies étaient dépendantes des pays étrangers pour des produits pourtant essentiels. En France, on a manqué de masques, de médicaments, de matériel médical, simplement parce que leur production avait été délocalisée, notamment en Asie, pour réduire les coûts. Ensuite, la guerre en Ukraine a provoqué une crise énergétique et alimentaire, avec une forte hausse des prix. Et aujourd'hui encore, l'inflation pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages. Toutes ces crises m'amènent à me poser une question très simple. Est-ce vraiment rationnel de dépendre autant du reste du monde? Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous montrer que dans un monde marqué par les crises, les inégalités et l'urgence écologique, le protectionnisme est devenu un outil nécessaire pour protéger l'emploi, l'économie et l'environnement. Le protectionnisme comme moyen de rétablir une concurrence plus juste face aux dérives du libre-échange. En économie, on nous apprend que le libre-échange repose sur la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo qu'on voit ici. En gros, chaque pays doit spécialiser dans ce qu'il fait le mieux, ce qui permettrait en théorie d'augmenter la richesse globale. Mais ce raisonnement, il suppose que tous les pays respectent les mêmes règles. Or, ce n'est absolument pas le cas. Dans la réalité, il existe d'énormes différences entre les pays en termes de salaire, de droits des travailleurs et de normes environnementales. Jouer sur ces différences, c'est ce qu'on appelle le dumping. Il existe plusieurs types de dumping. Le dumping social consiste à produire avec des salaires très bas et peu de protection pour les travailleurs. Le dumping environnemental qui consiste à produire sans respecter l'environnement afin de réduire les coûts de production. Pour illustrer ce principe, j'ai choisi de prendre un exemple très concret, celui de l'industrie textile. De nombreuses marques de textiles européennes ont choisi de délocaliser leur production dans des pays d'Asie du Sud où, comme le montrent de nombreuses enquêtes d'Amnesty International, les droits des travailleurs sont constamment bafoués à cause notamment de contrats précaires ou informels. Les ouvriers subissent donc des horaires de travail à rallonge, des salaires extrêmement bas, des conditions de travail très difficiles auxquelles s'ajoute un management particulièrement dur. Amnesty International décrit alors le climat de peur qui règne sur les sites de production. Le Rana Plaza, un immeuble qui héberge les ateliers de géants de l'industrie comme l'irlandais Primark et l'espagnol Mango, en plein cœur de Dhaka au Bangladesh, s'est effondré en pleine journée de travail, faisant 1127 morts alors que des consignes d'évacuation avaient été données la veille du drame. Consignes qui ont été ignorées par le responsable des ateliers. Cette course aux prix les plus bas, au périple de vie de travailleurs, marche très bien à en croire les prix des vêtements sur leur site, entre 3, 7 et 5 euros. Résultat, les vêtements qui sont vendus à prix très bas en Europe font de l'ombre aux usines françaises ou européennes qui ne peuvent pas rivaliser. Alors des usines ferment, des emplois disparaissent et certaines régions se retrouvent sinistrées. Par exemple, l'entreprise automobile Peugeot-Citroën a progressivement délocalisé sa production vers des pays d'Europe de l'Est. En France, cela s'est traduit par la fermeture de multiples sites comme l'usine de Aulnay-sous-Bois qui a officiellement fermé en 2014, entraînant la perte de plus de 3000 emplois. Ces délocalisations ont des conséquences économiques et sociales très lourdes. Chômage, précarité et sentiment d'abandon dans certains territoires. Dans ce contexte, le protectionnisme à travers des taxes sur les produits importés de pays où le coût du travail est très bas peut permettre de rétablir une concurrence plus juste. Il ne s'agit pas d'interdire les produits étrangers, mais de faire en sorte qu'ils soient équivalents en termes de prix aux produits locaux sur le marché local afin de potentiellement réduire le nombre de délocalisations qui ne seront donc plus rentables et de faire tourner le marché du travail local et surtout d'encourager la consommation locale. Ces taxes peuvent aussi pousser les pays concernés à changer leurs normes de travail, ce qui pourrait améliorer la vie de millions de travailleurs. Le protectionnisme comme outil de protection des industries stratégiques et de renforcement de la souveraineté économique. La théorie de l'économiste Friedrich List, qu'on voit ici, stipule qu'un pays doit protéger les industries naissantes, surtout dans les secteurs les plus stratégiques, jusqu'à qu'elles soient assez compétitives face à l'étranger.
Pour cela, il faut mettre en place des barrières douanières temporaires, le temps que ces industries grandissent et qu'elles rattrapent leur retard en matière d'économie d'échelle, de productivité et donc de compétitivité prix et hors prix par rapport aux entreprises étrangères. Si les industries nationales sont assez fortes, alors le pays n'aura jamais besoin de dépendre d'un autre en cas de crise. Cette idée, bien que théorisée au début du XIXe siècle, reste très actuelle. Aujourd'hui, la mondialisation a profondément transformé la manière de consommer. Chaque pays dépend des autres dans plein de domaines différents. Ce système fonctionne très bien en temps normal, mais en cas de crise, il est très fragile. La crise du Covid en a été un grand révélateur. Quand les frontières ferment et que les usines ne produisent plus, les pays qui comptaient sur les autres pour des biens essentiels se sont retrouvés le bec dans l'eau. Aux États-Unis, par exemple, les masques étaient majoritairement fabriqués en Chine, car considérés comme des produits peu stratégiques. Mais quand la crise est apparue, la Chine a fermé nombreuses de ses usines et a réorienté la production de masques vers le marché intérieur chinois, car la demande était plus forte, alors que la demande américaine explosait en même pas 2 semaines. Résultat, pénurie de masques, même dans le milieu hospitalier, le personnel devait réutiliser des masques jetables ou encore improviser des protections. Les prix ont augmenté et le pays a dû activer le Defense Protection Act afin de produire suffisamment de masques pour toute sa population. Ça a permis de remettre au centre la question de souveraineté économique, c'est-à-dire la capacité d'un pays à produire ce dont il a besoin pour fonctionner. Certains secteurs sont clairement stratégiques, la santé, l'énergie et l'agriculture. Est-ce vraiment logique de dépendre totalement d'autres pays pour se soigner, se nourrir ou chauffer? Est-ce qu'on compterait vraiment sur notre voisin pour avoir des médicaments lorsqu'on est malade? Je ne pense pas. Le protectionnisme peut alors permettre de relocaliser une partie des productions à travers des subventions versées aux entreprises naissantes et stratégiques par l'État afin d'encourager les entreprises à rester sur le sol français ou encore encourager la relocalisation sur le sol français. Si les entreprises touchent des subventions, elles pourront continuer à produire des biens stratégiques sans faire faillite et aussi s'améliorer dans ce secteur sans subir la concurrence des pays étrangers. Ça peut coûter un peu cher à court terme, mais l'objectif n'est pas seulement la rentabilité immédiate, mais aussi et surtout la sécurité économique du pays. Par exemple, l'entreprise Airbus est subventionnée par l'Union européenne à des fins stratégiques. Ces subventions permettent de protéger une industrie stratégique, de maintenir l'emploi et de rester compétitif face aux États-Unis. Ces subventions ont permis à l'entreprise de se développer dès sa création, mais l'Union européenne continue toujours de verser des subventions afin de maintenir une bonne position face à Boeing. Alors, dans le même esprit, les industries stratégiques doivent être protégées. Le protectionnisme comme levier de protection écologique et de développement durable à l'échelle européenne. En plus des inégalités sociales et de la dépendance interétatique créée par la mondialisation, s'ajoute une urgence environnementale. Produire à l'autre bout du monde pour consommer localement implique des transports massifs, ce qui augmente fortement les émissions de CO2, comme en témoigne ce graphique. De plus, certaines entreprises produisent dans des pays où les normes environnementales sont très faibles, ce qui leur permet de réduire leurs coûts au détriment de la planète. On assiste à un dumping environnemental où la concurrence se fait au prix de la dégradation de l'environnement. Face à ces dérives, on parle de protectionnisme écologique. L'idée n'est pas d'interdire les importations, mais de rééquilibrer la concurrence en imposant des normes environnementales minimales aux produits importés ou en mettant en place des taxes carbone aux frontières, comme le dispositif appelé mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, qui a incité les producteurs étrangers à réduire leurs émissions de CO2. Cela permettrait d'inciter les entreprises françaises comme étrangères à produire de manière plus respectueuse de l'environnement, tout en favorisant la production locale. Ce type de protectionnisme s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable, puisqu'il cherche à concilier croissance économique, justice sociale et protection de l'environnement. Bien évidemment, ça a aussi des limites, comme la hausse des prix pour les consommateurs ou même les représailles commerciales de la part d'autres pays. C'est pourquoi le protectionnisme doit être ciblé, temporaire, et ne surtout pas conduire à l'isolement économique. C'est pour ça que selon moi, l'échelle européenne apparaît comme la plus pertinente pour mettre en place ce type de politique. L'Union européenne a un poids économique suffisant pour imposer des règles sociales et environnementales communes face à des puissances comme la Chine ou les États-Unis. Un protectionnisme européen permettrait de défendre un modèle plus juste, plus écologique et plus équilibré dans la mondialisation. Alors, ces dernières décennies, le libre-échange a permis de nombreux progrès, mais depuis peu, il montre ses limites. Les récentes crises nous obligent à repenser le modèle économique actuel. Le protectionnisme aujourd'hui, ce n'est pas être contre le progrès, c'est être réaliste et chercher à s'adapter à l'économie, aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux du XXIe siècle. C'est pour cela que je vous invite à vous demander quel modèle économique voulez-vous pour demain et au service de qui.
J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur l'économie, qu'elle vous aura surtout permis d'ouvrir votre esprit critique face aux politiques commerciales actuelles et leurs enjeux.